Le nucléaire, comme je le disais tout à l'heure, ne suppose pas d'oxyder des atomes de carbone pour obtenir la source primaire d'énergie. Du coup, c'est une énergie dont les émissions de CO2 par mégawattheure sont faibles. Alors, il y a quand même un peu de CO2 en analyse de cycle de vie, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a des engins de mine qui utilisent du diesel, il y a du transport du minerai, enfin du transport du combustible, il y a des gens qui viennent bosser à la centrale en voiture, il faut construire la centrale et donc couler du béton, et donc il faut le faire, donc des cimenteries, des aciéries, il faut traiter les déchets à l'aval, donc enfin bon, bref. Donc tout ça fait que vous avez quand même des petites émissions de CO2 à droite et à gauche, mais quand même, vous voyez que c'est des émissions qui sont significativement plus faibles que celles des modes concurrents fossiles, notamment lignite, charbon et gaz. Hein, vous voyez qu'on est significativement en dessous des valeurs qu'on a pour ces modes-là. Alors maintenant, je vais vous montrer... non, ça je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas le temps, je vais vous montrer ça plus tôt. Après, je vous montrerai la même chose. C'est pour quelle durée de fonctionnement, ça? C'est-à-dire, puisque le coût carbone il est essentiellement initial et final, plus la centrale fonctionne longtemps, plus ça... Non, le coût carbone essentiel, il est dans l'amont du cycle, il est dans la mine. La mine et l'enrichissement. Oui. Il y avait un type de fonctionnalité qui s'appelait CCS. Ah, c'est Carbon Capture and Storage, c'est le truc dont j'ai parlé la dernière fois. Là. Le coût du démantèlement, est-ce qu'il est Alors, le coût CO2 du démantèlement est très faible. Parce que le démantèlement, c'est essentiellement passer avec une scie à diamant et découper le truc. Quand vous faites du démantèlement, vous n'avez pas besoin de fondre de l'acier, vous n'avez pas besoin de faire du ciment, vous n'avez pas besoin d'avoir des engins de mine qui vous extraient 1 tonne pour récupérer 10 kilos de minerai à l'arrivée. Donc en fait, c'est des opérations qui demandent beaucoup de temps parce qu'elles sont très réglementées, mais en termes de flux physique associés et donc d'émissions de CO2 associées à ces opérations-là, c'est des toutes petites quantités. C'est pareil, ça change pas les ordres de grandeur. En gros, le démantèlement d'une installation industrielle compliquée, que ce soit un réacteur nucléaire ou une raffinerie, c'est 10 à 15% du coût de construction. C'est très très dépendant du niveau de réglementation applicable. Donc plus vous avez une réglementation qui est contraignante, un exemple typique, c'est n'importe quoi qui sort d'une centrale à l'arrêt est considéré comme un déchet nucléaire. D'accord ? Indépendamment du fait que si je mesure la radioactivité, ça soit effectivement contaminé ou pas. Bon, ben vous avez une réglementation à la chinoise pragmatique qui dit je mesure, si c'est contaminé, je stocke, si c'est pas contaminé, ça va bien. Et la réglementation française, c'est ça sort du site, c'est déchets, je traite en tant que tel. Ben vous voyez, simplement cette différence-là augmente le coût et augmente les délais. Voilà, puis alors des trucs comme ça, vous en avez pléthore dans ce genre d'opération. Vous avez, alors je vous en ai pas j'en parlais pas pendant ce cours, mais vous avez une centrale aux États-Unis qui a été ce qu'on appelle retournée au gazon. C'est-à-dire qu'à la place de l'ancienne centrale, vous avez aujourd'hui effectivement un champ, qui s'appelle Maine Yankee, donc comme un Yankee en américain, et Maine comme l'État du Maine. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et en fait, l'opération de démantèlement du réacteur a été faite pour 450 millions de dollars, si ma mémoire est bonne, sachant que le réacteur neuf, il coûte 5 milliards, enfin 3. Vous voyez, on est dans ces ordres-là à 10-15%. Et je tiens du patron de Total lui-même, à qui j'avais posé la question, que pour une raffinerie, c'est pareil. C'est 10 à 15%. C'est pareil, c'est un truc compliqué, avec des tas de produits que vous n'avez pas envie de voir se balader partout dans la nature, même ordre de grandeur. Voilà, donc là je vous ai expliqué, grosse maille, quel était le principe de l'énergie nucléaire. Donc encore une fois, je répète pour le couple du centre là. Peut-être pas tout écouté jusqu'à maintenant. Donc c'est une manière d'obtenir des grandes quantités d'énergie avec très peu de matière, sans combustion. Hein. Ça a cet avantage-là, ça a évidemment des inconvénients dont je vais vous parler maintenant, enfin des inconvénients, des contreparties. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le nucléaire, en France, pour des raisons que je n'ai toujours pas complètement explicitées, a une très très forte asymétrie entre les risques perçus et les risques réels. C'est-à-dire que c'est un domaine dans lequel les gens ont très très peur, et vous allez voir que ça se quantifie, le fait qu'ils en aient très peur, et se font plein d'idées qui sont pas conformes aux faits, vous allez voir aussi que ça se quantifie, voilà, qui n'existe pas nécessairement dans les autres industries. Alors vous avez ici l'IRSN, qui a posé, c'était en 2014, mais il faut savoir que ces sondages-là, depuis que je les suis, ça varie assez peu d'une année sur l'autre,
a demandé aux Français si un certain nombre de choses étaient risquées, un peu risquées ou pas risquées du tout. Donc là, c'est est-ce que vous pensez que les risques sont élevés, moyennement élevés, faibles, ou bien vous n'en avez pas la moindre idée. Alors voilà, on vous demande ça pour le tabagisme, etc., la drogue, l'alcoolisme, enfin bon, des trucs pour lesquels les gens ont une idée raisonnablement fiable, on va dire, du fait que c'est quand même pas terrible. Et puis voilà quelques sujets qui concernent le nucléaire. Et alors, vous voyez, pour les déchets radioactifs, eh bien, la population française considère que c'est plus risqué que tout ce que vous avez à droite, là. D'accord? Donc la population française a plus peur des déchets radioactifs que de l'obésité chez les jeunes, que des accidents de la route, que du sida, que du terrorisme, que des OGM, que des maladies professionnelles, que des installations chimiques, que des produits alimentaires, que des inondations, etc. Que des incendies de forêt, les risques médicaux, voilà, donc tous ces trucs-là. Pareil pour... alors bon, les centrales nucléaires, c'est pas très précis, parce que bon, il aurait fallu être peut-être un peu plus précis, mais bon. Les retombées en France de Tchernobyl, dont je vous parlerai aussi, vous voyez, c'est considéré comme étant plus risqué que tous ces trucs-là. Alors ça, c'est la perception de la population. Et maintenant, on va regarder ce que vous disent les chiffres. Alors les chiffres vous disent que le tabac fait de l'ordre de quelques dizaines de milliers de morts prématurées par an. Alors pour ceux d'entre vous qui fument dans cette salle, bonne nouvelle, pas tout de suite, encore que. Deuxième bonne nouvelle, vous pouvez très bien choper une hémiplégie, un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, et une hémiplégie à votre âge. Voilà, j'ai connu ça, enfin pas moi personnellement, mais je l'ai vu se produire, donc je sais que c'est possible. Voilà, donc ça fait 70 000 morts par an. Vous voyez, la drogue, etc. Alors les déchets nucléaires, à ce jour, ont fait 0 mort. Absolument personne n'est mort d'avoir ingéré, etc., ou de s'être fait tomber un flux de déchets nucléaires sur la tête. Alors l'obésité, il disait chez les jeunes. Bon, alors si on considère que les jeunes finiront par être moins jeunes, ce dont je suis un exemple parmi d'autres, ça finira par faire quelques dizaines de milliers de morts par an. Vous voyez, les accidents de la route, c'est monté jusqu'à 20 000 morts par an, hein, au milieu des années 70. Bon, maintenant, c'est en ordre de grandeur 10 fois moins. Le sida, c'est quelques centaines. Le terrorisme, c'est quelques dizaines, enfin en moyenne, on va dire. Là, vous avez de nouveau 0. Les maladies professionnelles des accidents du travail, c'est quelques centaines. Alors là, les accidents domestiques, je vous ai mis 10 000, c'est plutôt 20 000 en fait. Donc par exemple, les escaliers en France font considérablement plus de morts que les déchets nucléaires. Ça fait à peu près autant de morts par an que les accidents de la route. Le radon, est-ce que vous savez ce que c'est que le radon? Alors, oui. C'est un... Alors, cet isotope-là est radioactif, absolument. Et c'est un gaz qui apparaît par décroissance radioactive, si ma mémoire est bonne, du radium. Et que vous trouvez, alors qui provoque un surplus de cancer du poumon. Et c'est un gaz qui est à décroissance radioactive assez rapide. Donc si vous êtes, et il apparaît préférentiellement sur les massifs granitiques et dans les habitations mal ventilées. Donc si vous avez vous-même ou vos parents ou grands-parents, oncles, tantes, etc., une maison à la cave mal ventilée en Bretagne par exemple ou en Auvergne, n'y traînez pas trop longtemps. D'accord, parce que n'allez pas vous y installer en logement quotidien. Donc voilà. Donc on inhale ce gaz et derrière il va vous bazarder des particules alpha dans les alvéoles qui n'aiment pas ça. Donc vous voyez ici que la hiérarchie des risques n'est pas du tout perçue comme étant conforme aux données d'observation. Oui. Comment est-ce qu'on avait eu, par exemple, le nombre de morts à cause des déchets nucléaires? Parce que autant pour l'obésité ou pour l'alcoolisme... Il n'y en a pas. Tous les déchets nucléaires sont à La Hague, dans une piscine. Enfin, pour les centrales nucléaires, comme... Ah, bah, les centrales nucléaires, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui, les travailleurs du nucléaire sont surveillés avec des dosimètres. Et vous avez une limite légale qui est 20 millisieverts par an. Voilà. Je ne sais pas si je vous avais déjà posé la question. Est-ce que vous savez quel est le salarié français le plus irradié? Ah, pas mal. Il s'appelle comment? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet est le salarié français le plus irradié de la totalité des gens qui sont payés dans ce pays. Ouais. Thomas Pesquet
prend, quand il va faire un séjour de quelques mois dans la Station spatiale internationale, que je ne dise pas de bêtises, 9 fois la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire. Voilà. Après, la deuxième catégorie a effectivement été citée, c'est le personnel navigant aérien, qui prend chaque année entre le quart et la moitié de la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire. Eux, ils n'ont pas de dosimètre. Donc voilà, donc c'est surveiller ces trucs-là. Et soit dit en passant, le personnel aérien navigant n'a pas non plus de cancer que la moyenne. Oui. Enfin, pas à cause des rayonnements ionisants en tout cas. À cause peut-être d'autres conduites à risque, je ne sais pas, mais à cause des rayonnements ionisants, c'est sûr que non. Oui. Je vous en parlerai plus tard. Oui. Si, mais je ne suis pas complètement sûr que s'il n'y avait pas ces composés-là, ça serait totalement innocent de fumer. Voilà une autre asymétrie intéressante sur la perception des Français et les risques réels. Là, on a demandé aux Français, est-ce que le nucléaire contribue ou pas aux émissions de gaz à effet de serre? Alors, vous voyez, les gens qui sont en rouge foncé disent beaucoup, les gens qui sont en rouge clair disent un peu. Voilà. Et alors, les jeunes filles dans cette salle sont l'archétype des gens qui pensent que ça contribue énormément. Voilà. Comme ça. Donc tous les gens dans cette salle, d'une manière générale, le pensent plus que la moyenne, puisque vous êtes jeunes, et que les jeunes le pensent plus que la moyenne, et les femmes le pensent plus que les hommes, donc les jeunes femmes dans cette salle. Non. Alors, trêve de plaisanterie, vous voyez que là, on est sur, je ne sais pas comment il faut appeler ça, une dissonance cognitive, enfin, vous avez une dissociation totale entre un fait, parce que là, pour le coup, c'est sûr que casser un noyau de métal en deux, c'est pas oxyder un atome de carbone. C'est sûr que c'est pas la même chose. Bon. Voilà, donc il y a une confusion. Alors, une explication possible de la part des gens qui suivent ça, c'est que comme l'image d'Épinal de nucléaire, c'est un truc qui fume, bah, les gens se disent, ce truc-là, c'est chaud, ça fume, donc ça contribue au réchauffement. Voilà. Enfin, c'est pas complètement idiot de se dire ça. Une autre explication possible, c'est de se dire, comme dans notre pays, on n'arrête pas de dire il faut s'occuper du changement climatique et par ailleurs il faut fermer des réacteurs nucléaires, bah, les gens bouclent la boucle en se disant c'est que les réacteurs doivent contribuer au changement climatique. Bon, c'est une autre possibilité, je sais pas. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Oui, mais les émissions humaines sont totalement marginales dans le cycle naturel de l'eau. Je sais pas si vous étiez là au moment du cours sur le changement climatique, mais j'en ai parlé. Pardon? Bon, alors, non, mais j'en ai parlé de ça. Là, une des sources de vapeur d'eau qui modifie significativement le climat local, c'est le barrage d'Assouan en Égypte, parce que là, on a fait une source d'évaporation absolument massive par rapport à la surface du pays, mais les tours de réfrigération des centrales thermiques, que ce soit nucléaire ou à charbon, c'est totalement epsilonesque sur une terre qui est couverte aux 2/3 d'océan. Voilà, alors les inconvénients ou les contreparties, on va dire, du nucléaire, on va en parler un tout petit peu maintenant, les voici. Je vais commencer par le dernier. Il y a la question évidemment des ressources, puisqu'il y a un inventaire de départ d'uranium sur Terre, exactement comme il y a un inventaire de départ de minerais de cuivre, de diamants, de platine. Et donc la question, c'est combien il y en a? Alors comme pour tout métal, combien il y en a dépend de quelle est la quantité de ressources énergétiques et donc de ressources économiques que vous êtes prêt à mettre dans l'extraction de ce métal. Puisque vous avez des dépôts plus ou moins riches, et comme je le disais, si vous avez une énergie infinie, eh ben, il y a de l'uranium sous le sol de l'école des mines. D'accord? Je peux y aller et l'extraire. Hein. Donc, une ressource minière, c'est toujours quelle quantité pour quels moyens mis en face. Et alors, les moyens mis en face, on a coutume de les assimiler au prix payé. Hein, on a coutume de tout ramener à des euros en disant c'est comme ça qu'on a le meilleur proxy. Bon. Donc ce que vous dit ce graphique, c'est quelque part que vous avez dans les métaux quelque chose qui ressemble à ce que vous avez dans le pétrole avec du 1P, 2P, 3P. Et ce que vous devez retenir comme ordre de grandeur, c'est que si on va racler tous les fonds de tiroir qu'on peut trouver à droite et à gauche, on a de l'ordre de quelques dizaines de millions de tonnes d'uranium disponibles sur Terre ou accessibles sur Terre. Vous en avez aujourd'hui qu'on n'exploite pas. Par exemple, il y en a dans les phosphates. Vous en avez dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer, on peut le récupérer avec des polymères qu'on laisse tremper, etc. Donc, vous en avez quelques dizaines de millions de tonnes.
Alors, quelques dizaines de millions de tonnes, est-ce que c'est suffisant pour qu'on colle des centrales nucléaires partout et qu'on soit débarrassé des problèmes à la fois de disponibilité des combustibles fossiles et du changement climatique? Finalement, c'est ça la règle de 3 qu'il est intéressant de faire. Alors, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que si on considère qu'on reste sur les réacteurs à uranium 235 comme aujourd'hui, eh bien, si vous les augmentez de 5 ou 10% par an pour faire face aux problèmes que j'ai évoqués dus aux combustibles fossiles, avant la fin du 21e siècle, vous avez quand même un problème de ressources. Par contre, si vous passez à partir de ce parc de réacteurs-là, qui sert à démarrer les réacteurs de la génération d'après, et que vous passez en cycle fermé dans les réacteurs de génération 4, là, vous y arrivez. C'est-à-dire que la ressource n'est plus un sujet majeur. Donc en gros, le sujet central pour un nucléaire entre guillemets durable, au sens de ça doit contribuer significativement aux problèmes évoqués précédemment, c'est de passer à la génération d'après, qui exploite l'essentiel de l'uranium ou qui exploite le thorium, qui est 4 fois plus abondant que l'uranium. Et à ce moment, la densité énergétique du matériau est telle dans la fission qu'on n'a plus de problème de ressources d'ici à ce que l'humanité s'éteigne. Parce qu'on finira par mourir de quelque chose. Voilà ce que vous dit en gros ce graphique. Après, on a un sujet en ce qui concerne le traitement à l'aval du cycle, c'est-à-dire les déchets. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé le... Oui. Pardon ? Non, je vous dis, à part l'uranium appauvri a servi à faire des quilles de bateau et des flèches anti-chars, mais sinon, non, il n'y a pas tellement d'autres. C'est pas décoratif, ça sent pas spécialement bon. On n'en fait pas d'œuvre d'art. C'est une bonne question, ça aurait pu servir à autre chose. Oui, donc j'ai utilisé le terme combustible jusqu'à maintenant, mais il faut bien voir que combustible, en fait, c'est un terme impropre, parce que ça brûle pas, ça fissionne. Alors, mon assemblage, quand je le rentre, j'ai donc de l'uranium à 3 à 4% d'uranium 235. Je le sors au bout de quelques années. Alors, j'ai encore de l'uranium, mais beaucoup moins. Et ce que vous voyez, c'est que la fraction d'uranium 235 a considérablement baissé, mais il en reste encore. J'ai créé du plutonium. Alors, ce plutonium, soit dit en passant, il y en a une partie qui est fissile, c'est du plutonium 239, du plutonium 241, et j'en ai une partie qui n'est pas fissile, c'est le plutonium 240, voire le 242. Hein. J'ai tous ces isotopes du plutonium dans le plutonium que je sors d'une centrale. Or, il se trouve, et je vous dis ça en passant, il se trouve que le plutonium qui sert à faire les bombes, c'est le plutonium 239 à l'exclusion de tous les autres. Donc le plutonium que je sors en retraitement d'une centrale nucléaire est totalement impropre à faire une bombe. Pour pouvoir faire des bombes, il faut que le plutonium vienne d'un assemblage qui est resté simplement quelques mois dans le cœur du réacteur. C'est pour ça que les centrales qui sont plutonigènes pour faire des bombes, c'est des centrales qu'on appelle à déchargement en continu, c'est-à-dire que c'est des centrales dans lesquelles, en cours de fonctionnement, je peux charger du combustible et décharger du combustible. Et soit dit en passant, Tchernobyl, c'était exactement ce type de centrale, et c'est pour ça qu'il y avait des particularités dans le fonctionnement et le dessin de cette centrale qui la rendaient par ailleurs beaucoup plus dangereuse que les centrales qu'on a en France. C'est parce qu'elle avait cet usage-là, qui était de chargement, enfin de fabrication de plutonium, et donc elle avait la possibilité d'être chargée et déchargée en continu. Et vous avez les fameux produits de fission, c'est-à-dire les éléments qui sont centrés autour de numéros atomiques 30 et 60, comme je le disais, et qui n'ont pas déjà disparu dans le cœur du réacteur. Alors pour ça, ces produits de fission, c'est intéressant, ou les déchets nucléaires, c'est intéressant de les comparer à l'ensemble des déchets que produisent les hommes. Parce qu'il n'y a pas qu'avec le nucléaire qu'on produit des déchets. Pour fabriquer le t-shirt ou la robe que vous portez, il a fallu faire des déchets aussi, et des déchets industriels. Pour faire vos lunettes, il a fallu faire des déchets, et pour faire vos chaussures, il a fallu faire des déchets, et pour faire l'école des mines, il a fallu faire des déchets. D'accord? Donc, même si c'était il y a longtemps. Donc, puis la prochaine fois qu'on changera le faux plafond, il faudra faire des déchets. Donc, on fait des déchets pour absolument tout dans notre activité, et la question, c'est est-ce qu'on en fait plus ou moins avec ça? Alors, par personne, je dis bien par personne,
en France, nous faisons 2,5 tonnes, vous ne les voyez pas évidemment, ils ne sont pas chez nous, de déchets industriels par an. Oui. À cause de E égale MC2. À cause de E égale MC2. L'énergie qui a été libérée par la fission correspond à un défaut de masse. Ah, le défaut de masse n'est pas de 0, sinon il y aurait 0 énergie. Dans E égale MC2, si M égale 0, C au carré a beau être très très grand, E est quand même égal à 0. Donc c'est le défaut de masse, la différence entre les deux. Oui, donc les déchets industriels qu'on fait, c'est 2,5 tonnes par personne et par an en France. Hein, et c'est la contrepartie, encore une fois, de la fabrication de tous les objets que vous achetez au cours d'une journée. Là-dedans, il y en a 100 qui demandent un traitement des filières spéciales, d'accord, qu'on appelle les déchets toxiques. Les déchets nucléaires par personne, tout type de déchets confondus, c'est moins de 1. Et là-dedans, ceux qui sont vraiment emmerdants, donc ceux qu'on va aller stocker à CIGEO, d'accord, à Bure, là, dans la Meuse, ceux-là, ils font quelques grammes par Français et par an. D'accord, donc c'est l'équivalent d'une ou deux pièces de 2 € par Français et par an. Donc retenez, c'est dit d'une autre manière, que pour 40 ans d'activité, on en fait quelques milliers de mètres cubes, ou encore par an, on en fait le volume d'un appartement de 3 pièces. D'accord, donc la production totale de déchets emmerdants, les déchets à haute activité et à longue durée de vie, on en fait l'équivalent d'un appartement de 3 pièces, 200 mètres cubes par personne et par an. D'accord, 200 mètres cubes, c'est en ordre de grandeur. Ici, on a quoi? On a 10 mètres sur 10. Bah, on les a dans cette pièce-là. On a même plus. D'accord? Donc la production annuelle de déchets nucléaires emmerdants en France, c'est le volume de cette pièce. Non, pour la totalité de la France. La totalité, pardon, par personne, ça ferait beaucoup quand même. Pour la totalité de la France. Hein. Donc c'est des trucs emmerdants, mais c'est pas des gros volumes. Alors où est-ce qu'ils sont stockés ces déchets nucléaires? Ça dépend de leur radiotoxicité. Donc pour ceux qui sont pas très radioactifs, voilà le genre de truc qu'on fait. On fait comme des abeilles à l'envers. On fait des alvéoles, on vient coller les déchets là-dedans. Alors dans les déchets de faible activité, vous avez par exemple les combinaisons qui ont été utilisées par les opérateurs qui travaillent à La Hague. Voilà, ça c'est un exemple de déchets de faible activité. Vous avez des résidus de traitement. Donc là, par contre, dans le combustible usé, là vous n'avez pas de déchets de faible activité. Ça repart dans le cycle du combustible. Ça également, et ça va directement en colis vitrifiés. D'accord, donc les déchets de faible et moyenne activité, ils viennent pas de là, hein, ils viennent d'ailleurs. Donc voilà le genre de stockage qu'on a, et puis une fois que ces trucs-là sont refermés, on met un gros tas de terre par-dessus et on n'en parle plus. Alors je vous présente. Qui baigne dans la Manche? Il y a des conteneurs aussi qui sont, enfin, des barils comme ça qui sont stockés dans... Ah, sûrement pas au titre des activités actuelles. Il y a eu des déchets immergés en mer, je ne sais plus exactement les mêmes, mais ça fait au moins 40 ans que c'est arrêté. Là, je vous présente le plus vieux site de stockage de déchets au monde. Quel âge a-t-il? Il a 2 milliards d'années, absolument. Vous avez ici la mine d'Oklo, au Gabon, dans laquelle a fonctionné naturellement, donc les hommes n'ont même pas inventé ça, vous voyez, les brillants ingénieurs des mines n'ont même pas inventé l'énergie nucléaire, c'est quand même ballot. L'énergie nucléaire a été inventée toute seule par la nature, il y a 2 milliards d'années, dans des réacteurs naturels, dont vous en avez eu un exemplaire dans cette mine d'uranium. Alors, je vous la fais très rapide. Il y a 2 milliards d'années, comme la demi-vie de l'uranium-235, c'est 7 à 800 millions d'années. La teneur en uranium-235 dans l'uranium naturel, c'est 3,5%, ça tombe bien, c'est comme dans les réacteurs, dans l'uranium enrichi aujourd'hui. Et dans cette mine, vous avez des infiltrations d'eau. Donc vous avez le modérateur qui arrive spontanément par-dessus. Donc vous avez de l'uranium enrichi, le modérateur, crac, la réaction de fission se met en route. Alors évidemment, une fois que la réaction de fission se met mise en route, ça chauffe, du coup ça vaporise l'eau, du coup il n'y a plus de modérateur, du coup ça s'arrête, du coup l'eau revient, du coup ça repart, etc. Et donc vous avez un réacteur pulsé comme ça qui a fonctionné pendant des centaines de milliers d'années, je dis bien des centaines de milliers d'années, et il a fait des déchets.
il a fait des produits de fission, donc il a fait des déchets. Question, où sont passés les déchets? Et bien la réponse, c'est ils sont restés exactement là où ils ont été créés, voilà, depuis 2 milliards d'années. Voilà, donc c'est intéressant, vous voyez, un site dont on s'est foutu, on n'a pas fait de débat national sur les déchets, rien, la nature a fait les choses n'importe comment, elle a foutu ça partout, là, comme dans votre chambre, c'est dégueulasse. Il s'est rien passé de spécial, c'est-à-dire que les déchets sont restés très exactement à l'endroit où ils ont été créés. Alors heureusement, les déchets qu'on crée, nous, ils ne vont pas attendre 2 milliards d'années. Vous voyez ici la vitesse de décroissance radioactive des divers types de produits que nous avons en sortie de réacteur. Et en fait, les déchets de fission, comme ils crachent énormément de radioactivité, par contre-coup, leur demi-vie n'est pas extrêmement élevée. Donc vous voyez, là vous avez la l'activité de l'uranium initial qui se manipule à main nue. Et vous voyez que les produits de fission, ils ne vont pas durer 100 000 ans. Au bout de quelques siècles, ils sont devenus inoffensifs. Hein? Ce qui va durer longtemps, c'est le plutonium, mais le plutonium, ici, on le recycle, et les actinides mineurs. Donc, en fait, le deuxième enjeu, on va dire, si on veut vraiment être totalement débarrassé de tous les emmerdements, mais bon, c'est pas un gros emmerdement, ça, hein, mais totalement débarrassé de tous les emmerdements, c'est de faire des réacteurs de génération 4 dans lesquels ça et ça brûle dans le réacteur, et donc on ne sort pas ce genre de truc du réacteur. D'accord ? On ne sort que ça. Et ça va durer quelques siècles, ce qui est quand même pas un problème majeur, puisque le pont du Gard est beaucoup plus vieux. Par ailleurs, très rapidement, tous les êtres vivants sont exposés à la radioactivité depuis qu'il y a de la vie sur Terre. Alors, est-ce que vous savez quel est l'élément qui va le plus agresser vos cellules et qui va briser l'ADN de chacune de vos cellules, j'insiste, chacune de vos cellules, des centaines de fois par jour? Pas le soleil, non. Un truc qui vous rentre par les narines plusieurs fois par minute. L'oxygène. L'oxygène est un oxydant. Vous vous rappelez de ça? Non. Et donc, comme l'oxygène est un oxydant, ça vous fait des radicaux libres qui se baladent dans votre corps et qui vont vous briser vos brins d'ADN de chaque cellule des centaines de fois par jour. Et ça ne vous empêche pas de rester vivant. Ça ne vous empêche pas de rester vivant parce que comme la vie est apparue sur Terre dans un monde hostile, soumis au bombardement cosmique, au rayonnement ultraviolet du Soleil, etc., l'ADN, plusieurs dizaines de pourcents du codage de l'ADN, en fait, c'est du codage d'autoréparation de l'ADN. Donc l'ADN, des centaines de fois par jour aussi, s'autorépare. Alors de temps en temps, le truc part en vrille, et à ce moment, vous avez une tumeur. Voilà. Mais même quand vous avez une tumeur, l'essentiel du temps, c'est une tumeur bénigne, ou bien la cellule meurt, un phénomène qui s'appelle l'apoptose, et la cellule meurt. Donc vous n'avez pas, dans le monde du vivant, il ne faut pas croire que les cellules sont sans défense face aux agressions. En fait, elles ont une panoplie de défense. Et la radioactivité, c'est un des trucs qui peut agresser l'ADN, mais ce n'est pas le seul, loin s'en faut. Donc tous les êtres vivants sont soumis au rayonnement ionisant, ils ne sont pas tous également vulnérables au rayonnement ionisant, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Alors les hommes sont exposés à de la radioactivité, ils sont exposés à de la radioactivité naturelle à cause du bombardement cosmique, d'accord? Donc le rayonnement cosmique, c'est de la radioactivité naturelle, à cause de la radioactivité naturelle des roches, etc., à cause du radon, etc., et à cause, la première source pour vous, vraisemblablement, c'est les expositions médicales. Enfin, pour les populations occidentales, c'est les expositions médicales. Donc vous passez un scanner, vous passez une radio des poumons, et ce que je ne souhaite à aucune des femmes dans cette salle, malheureusement les statistiques sont contre vous, si un jour vous faites traiter un cancer du poumon, je peux vous assurer qu'on vous irradiera copieusement, mais en l'occurrence pour vous sauver la vie. En tout cas, c'est ce que pense le médecin et il n'a pas tort. Donc, mais voilà. Donc l'irradiation, la première source d'irradiation est de très loin, c'est l'irradiation d'origine médicale. Alors, petite photo choc. Est-ce que ça, c'est Tchernobyl? Eh bien, la réponse est non. Ça, c'est du rachitisme conjugué à une déficience en fluor. Alors, je vous le montre pour choquer un tout petit peu par l'image, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de détourner une image. Je peux vous assurer que je prends n'importe quel journaliste de France 3 et je lui dis « ça, c'est Tchernobyl », il me le passe direct aux 20h. Très, très facile. Rien de plus facile. Je l'ai déjà vu, hein, donc c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va de travers que c'est nécessairement Tchernobyl. Alors, revenons aux conséquences radiologiques
du nucléaire et par exemple aux retombées de Tchernobyl. Dans la population qui a subi les retombées de Tchernobyl, vous avez de toute façon des gens qui meurent. Vous avez de toute façon des gens qui meurent de cancer. Il y avait des gens qui mouraient de cancer avant Tchernobyl. Donc pour savoir si Tchernobyl ou sous toute autre exposition au rayonnement ionisant provoque un surplus d'une pathologie quelconque, il faut faire ce qu'on appelle des études de cohorte. C'est exactement comme ça qu'on procède pour le tabac. Donc pour savoir que le tabac c'est mauvais, on prend 10 000 personnes qui fument et 10 000 personnes qui sont décomposées exactement de la même manière par sexe, par âge, par lieu de résidence, par habitude alimentaire, etc. Tout égal, sauf qu'ils fument pas. Et puis on regarde au cours du temps comment est-ce que les deux se comportent. Et si ceux qui fument manifestement ont plus d'un certain nombre d'emmerdements au cours du temps, des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc., que ceux qui fument pas, on dit c'est la faute au tabac. Et donc c'est comme ça qu'on sait que le tabac provoque plus d'accidents cardiovasculaires, première source de surmortalité due au tabac, des cancers du poumon, mais pas que, des cancers de la vessie par exemple, augmentent avec le tabac. Donc vous avez un certain nombre de trucs et on sait que c'est ça, avec ce qu'on appelle des études de cohorte. Et bien pour le nucléaire, on procède exactement de la même manière, c'est-à-dire que vous faites des cohortes et vous regardez des gens qui ont été exposés avec des gens qui n'ont pas été. La difficulté avec les gens, avec le nucléaire, c'est que le tabac, vous savez combien les gens fument. Ils vont chez le tabagiste, enfin chez le buraliste, et ils achètent des paquets de cigarettes. Pour la radioactivité, sauf à ce que vous ayez un dosimètre sur vous, vous ne savez pas combien vous êtes exposé à la radioactivité. Donc la difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut reconstituer cette exposition à la radioactivité pour savoir quelles sont ses conséquences possibles dans la population que vous avez sélectionnée. D'accord ? Tant que vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas tirer de conclusion. Alors les conclusions qui ont été tirées des études épidémiologiques, elles vous disent en gros deux choses pour aller très vite au résultat. Alors pardon, il y a aussi un truc qu'il faut avoir, mais je suis désolé, j'ai pas le temps de vous le définir. De toute façon, même si j'avais le temps, vous y comprendriez rien, parce que moi non plus. Vous avez une unité qui est essentielle, non, quand je dis moi non plus, c'est pas tout à fait vrai, mais une unité qui est essentielle en ce qui concerne l'impact des rayonnements ionisants, qui s'appelle le sievert, et son sous-multiple qui est le millisievert. Donc vous avez peut-être déjà vu ce truc-là, SV, MSV. Bon. Alors soit dit en passant, je ne pense pas qu'il y ait un antinucléaire, vous parlant de millisievert, qui sache définir ce que c'est qu'un millisievert, parce que la définition fait 5 pages, ou à peu près. Le millisievert est une unité dérivée du Gray. Le Gray est une unité d'énergie transférée par le rayonnement à la matière et qui vaut 1 joule par kilo de poids. D'accord ? Donc quand vous avez reçu un Gray, c'est que le rayonnement vous a transféré 1 joule par kilo de poids. Une irradiation du cancer du sein typique, c'est 50 Gray. Donc 50 joules par kilo de poids sur 3 mois. Hein. Donc vous voyez, c'est pas une très grande unité. Bon. Le sievert, c'est 1 Gray fois un facteur multiplicatif qui dépend du type de rayonnement. Donc le facteur multiplicatif, c'est 20 pour les neutrons, mais je sais pas quoi, 1 pour le bêta, qui dépend du type d'organe considéré, qui dépend du fait que c'est une exposition externe ou interne. Enfin bon bref, c'est l'encyclopédie, votre truc. Mais c'est ça l'unité de dose reçue qu'on utilise quand on parle de la dangerosité des rayonnements ionisants. Alors avec cette unité-là, en dessous de 100 millisieverts par an, on ne voit rien. Si vous faites des études épidémiologiques et que vous comparez des gens qui reçoivent 80 et des gens qui reçoivent 10, vous ne voyez pas de différence. C'est pour ça que M. Thomas Pesquet prend le risque d'aller en prendre 180 dans l'espace en se disant normalement ça me fera rien, il a bien raison. Et c'est pour ça que les hôtesses d'EasyJet en prennent 10 dans l'année en se disant ça me fera rien et elles ont bien raison. Au-dessus de 100, ou 200 plus exactement, vous commencez à voir apparaître des effets qui sont proportionnels à la dose reçue. D'accord ? Donc si vous avez une population qui est exposée à 400 millisieverts de tel type de rayonnement, eh bien ça vous fera, toutes choses égales par ailleurs, 50% d'effet en plus que si vous avez reçu 300, en supposant qu'à partir de qu'à 200, il n'y a rien. Hein. C'est ça l'idée. Ça, c'est les données d'observation. Alors, pour les conséquences de Tchernobyl, première chose, il faut reconstituer l'exposition reçue, et le rayonnement reçu. Et comme les gens n'avaient pas de dosimètre sur eux, ça veut dire que vous devez avoir un modèle qui vous reconstitue la circulation atmosphérique, la demi-vie des isotopes, etc., pour imaginer qui a été exposé à quoi. Enfin, pour modéliser plus exactement, pas imaginer, modéliser qui a été exposé à quoi. Ça, déjà, c'est un truc avec des incertitudes. Pas de... Bon.
Ensuite, vous avez un certain nombre de pathologies qui existaient avant Tchernobyl. Ici, par exemple, vous avez l'incidence des cancers à la thyroïde dans la population française, et Tchernobyl est là. Question, est-ce que vous pensez que ça a eu un effet discernable? Alors une partie des gens peuvent dire, bah oui, ça montait, puis là, ça aurait dû s'arrêter. Une autre partie des gens vous disent, non, il y a pas, en fait, ce qui compte, c'est la dérivée, et la dérivée n'a pas changé. Et alors, en fait, c'est les deuxièmes qui ont raison. Il se trouve qu'on trouve plus de cancers de la thyroïde qu'avant, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on la cherche. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des tas de gens, ils mouraient, on n'allait pas leur ouvrir la thyroïde, donc ça ne savait pas qu'il y avait des nodules. Ensuite, la détection, la détection des nodules s'améliore parce que l'imagerie devient plus précise, et donc aujourd'hui, vous détectez des trucs à 1 mm, alors qu'avant, vous les détectiez à 1 cm. Mais c'est toujours compté comme une détection. Voilà. Donc vous avez tout un tas de trucs. Et puis vous avez vraiment une augmentation de l'incidence qui est due à des facteurs environnementaux qu'on ne connaît pas nécessairement, mais pas ça. Dernier point, il faut savoir qu'à Tchernobyl, il y a eu une augmentation de l'incidence des cancers à la thyroïde chez les enfants au moment de l'accident, mais pas chez les adultes. Parce que quand vous êtes enfant, votre thyroïde est en train de se construire, donc vous absorbez de l'iode en quantité plus importante que quand vous êtes adulte. Donc en fait, la radioprotection à base d'iode, pour saturer votre thyroïde d'iode, vous savez, si jamais il y a un accident, là, on vous donne des pastilles d'iode, en fait, chez les adultes, ça sert à rien. Ça sert chez les enfants, mais pas chez les adultes. Je vais un cran plus loin. Vous avez tous, évidemment, puisque vous êtes venus à ce cours, sauf un, non pardon, je vous taquine, sur le changement climatique, vous avez donc tous entendu parler du GIEC, IPCC en anglais. Le GIEC est une instance onusienne qui a été créée sous la double tutelle de du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation météorologique mondiale, et dont le mandat est de faire une compilation de la littérature scientifique disponible sur l'impact de l'homme sur le climat. Eh bien, il se trouve qu'en 1955, il y a eu une grande sœur ou un grand frère, je ne sais pas, du GIEC, qui a été créé avec le même parent pour tous à gauche, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et un autre parent pour tous à droite, l'Organisation mondiale de la santé. Et le mandat du GIEC est très exactement le même que celui de l'UNSCEAR, est très exactement le même que celui du GIEC, mais dans un autre domaine. L'UNSCEAR a pour mandat de faire une compilation de la littérature scientifique disponible sur l'impact des rayonnements ionisants sur les êtres humains. Voilà, dans un autre domaine. Parce qu'on sait depuis un siècle, depuis que Marie Curie en est morte, que la radioactivité à haute dose, c'est pas bon. Et alors voilà le rapport de l'UNSCEAR sur Fukushima sorti en 2013, et c'est la phrase qui est en rouge que je vous laisse lire, puisque vous êtes tous des anglicistes distingués. Et vous voyez la conclusion des études publiées dans la littérature scientifique, en l'occurrence les revues médicales, c'est qu'il n'y a pas de conséquences radiologiques sur les hommes venant de l'accident de Fukushima. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la reconstitution des expositions, conjuguée à ce qu'on sait sur les seuils à partir desquels c'est dangereux d'être exposé, font que on est capable de dire qu'il n'y aura pas de conséquences radiologiques. Il y a des conséquences à l'évacuation de la population, parce que ça crée du stress, des gens qui se mettent à fumer, à boire, etc., et à se suicider, ça on sait. Par contre, et même ça c'est pas complètement clair, soit dit en passant, mais on sait que ça a des conséquences, c'est absolument certain. Par contre, strictement radiologique, l'autorité de sûreté canadienne, après Fukushima, je vais accélérer parce qu'il est quasiment 4h30, a décidé de restreindre le périmètre d'évacuation autour des centrales, justement sur la base de ça, en disant les morts que je vais créer en stressant les gens, en les évacuant, c'est plus en espérance mathématique que ceux que je vais peut-être éviter à cause des retombées radiologiques. Donc je restreins le périmètre d'évacuation. Ici, vous avez un graphe qui a été fait, qui a été publié aussi dans une revue médicale et qui vous donne les morts par térawattheure en ce qui concerne les diverses sources de production électrique. Et ce que vous voyez, c'est que le nucléaire, accident compris, est le mieux placé. Parce que le charbon, c'est 30 morts par térawattheure, parce que maladie pulmonaire des mineurs de charbon, parce que mort par accident dans les mines et parce que pollution urbaine. D'accord ? Donc si vous mettez tout ça bout à bout, eh bien, ça vous fait 30 morts par térawattheure, etc. Et vous voyez que le nucléaire est médicalement celle qui présente le moins de risques. Après, il faut vraiment que j'accélère. Donc si vous n'êtes pas trop pressé à la fin du cours, je vous propose de venir poser la question. Non mais 2 minutes là encore. Et puis,
Après, vous avez un sujet, évidemment, qui est le sujet de la bombe. Alors, le sujet de la bombe, il y a deux facteurs qui poussent dans le sens de quand on a du nucléaire civil, c'est plus facile d'avoir la bombe. Le premier, c'est évidemment le corpus commun de compétences. C'est-à-dire un physicien nucléaire qui sait ce que c'est qu'une fission, eh ben, il n'est pas très loin d'un physicien nucléaire qui sait ce que c'est qu'une fission dans une bombe. Cela étant, sur le plan technologique, par contre, c'est quand même des technologies qui sont assez distinctes, heureusement. Et par ailleurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la filière d'enrichissement du combustible est une filière qui est potentiellement proliférante, puisqu'il suffit de rajouter des étages, et vous passez de l'uranium qui sert dans une centrale à de l'uranium qui sert dans une bombe, 235. Alors après, il se trouve que, en fait, les données d'observation sur ce qui s'est passé dans le monde vous montrent qu'il y a énormément de pays qui ont eu la bombe, qui n'ont jamais eu la moindre centrale. Israël, par exemple, fait partie de ces pays-là. L'Afrique du Sud a eu le potentiel. Enfin, donc vous avez un certain nombre de pays qui ont soit eu la bombe et y ont renoncé, soit le disent pas, etc., et qui n'ont jamais eu la moindre centrale, enfin, ou en tout cas qui, au moment où ils ont eu la bombe, n'avaient pas la moindre centrale. Soit dit en passant, c'est aussi le cas des États-Unis et de la Russie au moment où ils ont eu accès à l'arme atomique. Donc, ce que vous dit l'histoire, c'est qu'en fait, la bombe vient avant tout de l'envie de l'avoir et pas avant tout du fait d'avoir des centrales civiles. Hein, c'est pas le premier déterminant. Le premier déterminant, c'est que vous ayez envie de l'avoir. Inversement, le fait que vous ayez des centrales civiles, si vous décidez de décommissionner des bombes, eh bien, il faut que vous sachiez quoi faire de l'uranium qu'il y a dans les bombes et du plutonium qu'il y a dans les bombes. Et un truc qui est très bien, pour être sûr que vous n'ayez plus la bombe, c'est de le cramer dans une centrale nucléaire. Là, vous êtes sûr que vous ne l'avez plus. Si vous dites juste je le mets dans un coin puis je vous garantis que j'y toucherai pas, vous pouvez éventuellement vous dire que c'est peut-être une promesse d'ivrogne. Alors que si vous ne le mettez pas dans un coin mais dans une centrale et que vous le brûlez, là vous êtes sûr qu'on n'y touche plus, parce qu'il n'y en a plus. Voilà, donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, cette histoire entre civils et militaires.